Carmen par Prosper Mérimée. Chapitre I. Passaginikolos estin ekeidagathas tuo horas, tin mian entalamo, tin mian entanato. Palladas. J'avais toujours soupçonné les géographes de ne savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils placent le champ de bataille de Munda dans le pays des Bastulipeuni, près de la moderne Monda, à quelque 2 lieues au nord de Marbella. D'après mes propres conjectures sur le texte de l'anonyme auteur du Bellum Hispaniense et quelques renseignements recueillis dans l'excellente bibliothèque du duc d'Osuna, je pensais qu'il fallait chercher aux environs de Montilla le lieu mémorable où, pour la dernière fois, César joua quitte ou double contre les champions de la République. Me trouvant en Andalousie au commencement de l'automne de 1830, je fis une assez longue excursion pour éclaircir les doutes qui me restaient encore. Un mémoire que je publierai prochainement ne laissera plus, je l'espère, aucune incertitude dans l'esprit de tous les archéologues de bonne foi. En attendant que ma dissertation résolve enfin le problème géographique qui tient toute l'Europe savante en suspens, je veux vous raconter une petite histoire. Elle ne préjuge rien sur l'intéressante question de l'emplacement de Monda. J'avais loué à Cordoue un guide et 2 chevaux, et m'étais mis en campagne avec les commentaires de César et quelques chemises pour tout bagage. Certains jours, errant dans la partie élevée de la plaine de Cachena, harassé de fatigue, mourant de soif, brûlé par un soleil de plomb, je donnais au diable de bon cœur César et les fils de Pompée, lorsque j'aperçus, assez loin du sentier que je suivais, une petite pelouse verte parsemée de joncs et de roseaux. Cela m'annonçait le voisinage d'une source. En effet, en m'approchant, je vis que la prétendue pelouse était un marécage où se perdait un ruisseau, sortant, comme il semblait, d'une gorge étroite entre 2 hauts contreforts de la Sierra de Cabra. Je conclus qu'en remontant je trouverais de l'eau plus fraîche, moins de sangsues et de grenouilles, et peut-être un peu d'ombre au milieu des rochers. À l'entrée de la gorge, mon cheval hennit, et un autre cheval, que je ne voyais pas, lui répondit aussitôt. À peine eus-je fait une centaine de pas, que la gorge, s'élargissant tout à coup, me montra une espèce de cirque naturel parfaitement ombragé par la hauteur des escarpements qui l'entouraient. Il était impossible de rencontrer un lieu qui promît aux voyageurs une halte plus agréable. Au pied de rochers à pic, la source s'élançait en bouillonnant et tombait dans un petit bassin tapissé d'un sable blanc comme la neige. 5 à 6 beaux chênes verts, toujours à l'abri du vent et rafraîchis par la source, s'élevaient sur ses bords et la couvraient de leur épais ombrage. Enfin, autour du bassin, une herbe fine, lustrée, offrait un lit meilleur qu'on n'en eût trouvé dans aucune auberge à 10 lieues à la ronde. À moi n'appartenait pas l'honneur d'avoir découvert un si beau lieu. Un homme s'y reposait déjà, et sans doute dormait, lorsque j'y pénétrai. Réveillé par les hennissements, il s'était levé et s'était rapproché de son cheval, qui avait profité du sommeil de son maître pour faire un bon repas de l'herbe aux environs. C'était un jeune gaillard, de taille moyenne, mais d'apparence robuste, au regard sombre et fier. Son teint, qui avait pu être beau, était devenu, par l'action du soleil, plus foncé que ses cheveux. D'une main il tenait le licol de sa monture, de l'autre une espingole de cuivre. J'avouerai que d'abord l'espingole et l'air farouche du porteur me surprirent quelque peu. Mais je ne croyais plus aux voleurs, à force d'en entendre parler et de n'en rencontrer jamais. D'ailleurs, j'avais vu tant d'honnêtes fermiers s'armer jusqu'aux dents pour aller au marché, que la vue d'une arme à feu ne m'autorisait pas à mettre en doute la moralité de l'inconnu. Et puis, me disais-je, que ferait-il de mes chemises et de mes commentaires elzévirs? Je saluai donc l'homme à l'espingole d'un signe de tête familier, et je lui demandai, en souriant, si j'avais troublé son sommeil. Sans me répondre, il me toisa de la tête aux pieds. Puis, comme satisfait de son examen, il considéra avec la même attention mon guide, qui s'avançait. Je vis celui-ci pâlir et s'arrêter en montrant une terreur évidente. Mauvaise rencontre, me dis-je. Mais la prudence me conseilla aussitôt de ne laisser voir aucune inquiétude. Je mis pied à terre. Je dis au guide de débrider, et,
m'agenouillant au bord de la source, j'y plongeai ma tête et mes mains. Puis je bus une gorgée, couché à plat ventre, comme les mauvais soldats de Gédéon. J'observais cependant mon guide et l'inconnu. Le premier s'approchait bien à contre-cœur. L'autre semblait n'avoir pas de mauvais dessein contre nous, car il avait rendu la liberté à son cheval, et son espingole, qu'il tenait d'abord horizontale, était maintenant dirigée vers la terre. Ne croyant pas devoir me formaliser du peu de cas qu'on avait paru faire de ma personne, je m'étendis sur l'herbe, et d'un air dégagé je demandai à l'homme à l'espingole s'il n'avait pas un briquet sur lui. En même temps, je tirai mon étui à cigare. L'inconnu, toujours sans parler, fouilla dans sa poche, prit son briquet et s'empressa de me faire du feu. Évidemment, il s'humanisait, car il s'assit en face de moi, toutefois sans quitter son arme. Mon cigare allumé, je choisis le meilleur de ceux qui me restaient, et je lui demandai s'il fumait. « Oui, monsieur, » répondit-il. C'étaient les premiers mots qu'il faisait entendre, et je remarquai qu'il ne prononçait pas l'S à la manière andalouse. Note, les Andalous aspirent l'S et la confondent dans la prononciation avec le C doux et le Z, que les Espagnols prononcent comme le th anglais. Sur le seul mot señor, on peut reconnaître un Andalou. Fin de la note. D'où je conclus que c'était un voyageur comme moi, moins archéologue seulement. Vous trouverez celui-ci assez bon, lui dis-je en lui présentant un véritable régalia de la Havane. Il me fit une légère inclination de tête, alluma son cigare au mien, me remercia d'un autre signe de tête, puis se mit à fumer avec l'apparence d'un très vif plaisir. « Ah !» s'écria-t-il en laissant échapper lentement sa première bouffée par la bouche et les narines. « Comme il y avait longtemps que je n'avais fumé !» En Espagne, un cigare donné et reçu établit des relations d'hospitalité, comme en Orient le partage du pain et du sel. Mon homme se montra plus causant que je ne l'avais espéré. D'ailleurs, bien qu'il se dît habitant du parti d'eau de Montilla, il paraissait connaître le pays assez mal. Il ne savait pas le nom de la charmante vallée où nous nous trouvions, il ne pouvait nommer aucun village des alentours. Enfin, interrogé par moi s'il n'avait pas vu aux environs des murs détruits, de larges tuiles à rebord, des pierres sculptées, il confessa qu'il n'avait jamais fait attention à pareille chose. En revanche, il se montra expert en matière de chevaux. Il critiqua le mien, ce qui n'était pas difficile, puis il me fit la généalogie du sien, qui sortait du fameux Arras de Cordoue. Noble animal, en effet, si dur à la fatigue, à ce que prétendait son maître, qu'il avait fait une fois 30 lieues dans un jour, au galop ou au grand trot. Au milieu de sa tirade, l'inconnu s'arrêta brusquement, comme surpris et fâché d'en avoir trop dit. « C'est que j'étais très pressé d'aller à Cordoue, » reprit-il avec quelque embarras. « J'avais à solliciter les juges pour un procès. » En parlant, il regardait mon guide Antonio, qui baissait les yeux. L'ombre et la source me charmèrent tellement que je me souvins de quelques tranches d'excellent jambon que mes amis de Montilla avaient mis dans la besace de mon guide. Je les fis apporter, et j'invitai l'étranger à prendre sa part de la collation impromptue. S'il n'avait pas fumé depuis longtemps, il me parut vraisemblable qu'il n'avait pas mangé depuis 48 heures au moins. Il dévorait comme un loup affamé. Je pensai que ma rencontre avait été providentielle pour le pauvre diable. Mon guide, cependant, mangeait peu, buvait encore moins, et ne parlait pas du tout, bien que depuis le commencement de notre voyage, il se fût révélé à moi comme un bavard sans pareil. La présence de notre hôte semblait le gêner, et une certaine méfiance les éloignait l'un de l'autre, sans que j'en devinasse positivement la cause. Déjà les dernières miettes du pain et du jambon avaient disparu. Nous avions fumé chacun un second cigare. J'ordonnai au guide de brider nos chevaux, et j'allais prendre congé de mon nouvel ami lorsqu'il me demanda où je comptais passer la nuit. Avant que j'eusse fait attention à un signe de mon guide, j'avais répondu que j'allais à la Venta del Cuervo. « Mauvais gîte pour une personne comme vous, monsieur. J'y vais, et, si vous me permettez de vous accompagner, nous ferons route ensemble. »« Très volontiers, » dis-je en montant à cheval. Mon guide, qui me tenait l'étrier, me fit un nouveau signe des yeux. J'y répondis en haussant les épaules, comme pour l'assurer que j'étais parfaitement tranquille, et nous nous mîmes en chemin.
les signes mystérieux d'Antonio, son inquiétude, quelques mots échappés à l'inconnu, surtout sa course de 30 lieues et l'explication peu plausible qu'il en avait donnée, avaient déjà formé mon opinion sur le compte de mon compagnon de voyage. Je ne doutais pas que je n'eusse affaire à un contrebandier, peut-être à un voleur. Que m'importait? Je connaissais assez le caractère espagnol pour être très sûr de n'avoir rien à craindre d'un homme qui avait mangé et fumé avec moi. Sa présence même était une protection assurée contre toute mauvaise rencontre. D'ailleurs, j'étais bien aise de savoir ce que c'est qu'un brigand. On n'en voit pas tous les jours, et il y a un certain charme à se trouver auprès d'un être dangereux, surtout lorsqu'on le sent doux et apprivoisé. J'espérais amener par degrés l'inconnu à me faire des confidences, et, malgré les clignements d'yeux de mon guide, je mis la conversation sur les voleurs de grand chemin. Bien entendu que j'en parlais avec respect. Il y avait alors en Andalousie un fameux bandit nommé José Maria, dont les exploits étaient dans toutes les bouches. Si j'étais à côté de José Maria, me disais-je, je racontais les histoires que je savais de ce héros, toutes à sa louange d'ailleurs, et j'exprimais hautement mon admiration pour sa bravoure et sa générosité. José Maria n'est qu'un drôle, dit froidement l'étranger. Se rend-il justice, ou bien est-ce excès de modestie de sa part? Me demandai-je mentalement. Car, à force de considérer mon compagnon, j'étais parvenu à lui appliquer le signalement de José Maria, que j'avais lu affiché aux portes de maintes villes d'Andalousie. Oui, c'est bien lui. Cheveux blonds, yeux bleus, grande bouche, belles dents, les mains petites, une chemise fine, une veste de velours à boutons d'argent, des guêtres de peau blanche, un cheval bai? Plus de doute. Mais respectons son incognito. Nous arrivâmes à la venta. Elle était telle qu'il me l'avait dépeinte, c'est-à-dire une des plus misérables que j'eusse encore rencontrées. Une grande pièce servait de cuisine, de salle à manger et de chambre à coucher. Sur une pierre plate, le feu se faisait au milieu de la chambre, et la fumée sortait par un trou pratiqué dans le toit, ou plutôt s'arrêtait, formant un nuage à quelques pieds au-dessus du sol. Le long du mur, on voyait étendues par terre 5 ou 6 vieilles couvertures de mulets. C'étaient les lits des voyageurs. À 20 pas de la maison, ou plutôt de l'unique pièce que je viens de décrire, s'élevait une espèce de hangar servant d'écurie. Dans ce charmant séjour, il n'y avait d'autres êtres humains, du moins pour le moment, qu'une vieille femme et une petite fille de 10 à 12 ans, toutes les deux de couleur de suie et vêtues d'horribles haillons. Voilà tout ce qui reste, me dis-je, de la population de l'antique Muenda Baetica. Ô César, ô Sextus Pompée, que vous seriez surpris si vous reveniez au monde. En apercevant mon compagnon, la vieille laissa échapper une exclamation de surprise. « Oh, seigneur Don José !» s'écria-t-elle. Don José fronça le sourcil et leva une main d'un geste d'autorité qui arrêta la vieille aussitôt. Je me tournai vers mon guide et, d'un signe imperceptible, je lui fis comprendre qu'il n'avait rien à m'apprendre sur le compte de l'homme avec qui j'allais passer la nuit. Le souper fut meilleur que je ne m'y attendais. On nous servit, sur une petite table haute d'un pied, un vieux coq fricassé avec du riz et force piments, puis des piments à l'huile, enfin du gazpacho, espèce de salade de piments. 3 plats ainsi épicés nous obligèrent de recourir souvent à une outre de vin de Montilla, qui se trouva délicieux. Après avoir mangé, avisant une mandoline accrochée contre la muraille, il y a partout des mandolines en Espagne, je demandai à la petite fille qui nous servait si elle savait en jouer. Non, répondit-elle, mais Don José en joue si bien. Soyez assez bon, lui dis-je, pour me chanter quelque chose. J'aime à la passion votre musique nationale. Je ne puis rien refuser à un monsieur si honnête qui me donne de si excellents cigares, s'écria Don José d'un air de bonne humeur. Et, s'étant fait donner la mandoline, il chanta en s'accompagnant. Sa voix était rude, mais pourtant agréable, l'air mélancolique et bizarre. Quant aux paroles, je n'en compris pas un mot. Si je ne me trompe, lui dis-je, ce n'est pas un air espagnol que vous venez de chanter. Cela ressemble aux orsicos que j'ai entendus dans les provinces. Note, les provinces privilégiées,
jouissant de fueros particuliers, c'est-à-dire la Lava, la Biscaye, la Guipuscoa et une partie de la Navarre. Le basque est la langue du pays. Fin de la note. Et les paroles doivent être en langue basque. Oui, répondit don José d'un air sombre. Il posa la mandoline à terre et, les bras croisés, il se mit à contempler le feu qui s'éteignait avec une singulière expression de tristesse. Éclairé par une lampe posée sur la petite table, sa figure, à la fois noble et farouche, me rappelait le Satan de Milton. Comme lui, peut-être, mon compagnon songeait au séjour qu'il avait quitté, à l'exil qu'il avait encouru par une faute. J'essayai de ranimer la conversation, mais il ne répondit pas, absorbé qu'il était dans ses tristes pensées. Déjà la vieille s'était couchée dans un coin de la salle, à l'abri d'une couverture trouée tendue sur une corde. La petite fille l'avait suivie dans cette retraite réservée au beau sexe. Mon guide alors, se levant, m'invita à le suivre à l'écurie. Mais, à ce mot, don José, comme réveillé en sursaut, lui demanda d'un ton brusque où il allait. « À l'écurie ?» répondit le guide. « Pourquoi faire? Les chevaux ont à manger. Couche ici, monsieur le permettra. »« Je crains que le cheval de monsieur ne soit malade. Je voudrais que monsieur le vît. Peut-être saura-t-il ce qu'il faut lui faire. » Il était évident qu'Antonio voulait me parler en particulier. Mais je ne me souciais pas de donner des soupçons à don José, et, au point où nous en étions, il me semblait que le meilleur parti à prendre était de montrer la plus grande confiance. Je répondis donc à Antonio que je n'entendais rien aux chevaux, et que j'avais envie de dormir. Don José le suivit à l'écurie, d'où bientôt il revint seul. Il me dit que le cheval n'avait rien, mais que mon guide le trouvait un animal si précieux qu'il le frottait avec sa veste pour le faire transpirer, et qu'il comptait passer la nuit dans cette douce occupation. Cependant, je m'étais étendu sur les couvertures de mulets, soigneusement enveloppées dans mon manteau, pour ne pas les toucher. Après m'avoir demandé pardon de la liberté qu'il prenait de se mettre auprès de moi, don José se coucha devant la porte, non sans avoir renouvelé l'amorce de son espingole, qu'il eut soin de placer sous la besace qui lui servait d'oreiller. 5 minutes après nous être mutuellement souhaité le bonsoir, nous étions l'un et l'autre profondément endormis. Je me croyais assez fatigué pour pouvoir dormir dans un pareil gîte. Mais, au bout d'une heure, de très désagréables démangeaisons m'arrachèrent à mon premier somme. Dès que j'en eus compris la nature, je me levai, persuadé qu'il valait mieux passer le reste de la nuit à la belle étoile que sous ce toit inhospitalier. Marchant sur la pointe du pied, je gagnai la porte, j'enjambai par-dessus la couche de don José, qui dormait du sommeil du juste, et je fis si bien que je sortis de la maison sans qu'il s'éveillât. Auprès de la porte était un large banc de bois. Je m'étendis dessus et m'arrangeai de mon mieux pour achever ma nuit. J'allais fermer les yeux pour la seconde fois, quand il me sembla voir passer devant moi l'ombre d'un homme et l'ombre d'un cheval, marchant l'un et l'autre sans faire le moindre bruit. Je me mis sur mon séant et je crus reconnaître Antonio. Surpris de le voir hors de l'écurie à pareille heure, je me levai et marchai à sa rencontre. Il s'était arrêté, m'ayant aperçu d'abord. « Où est-il » me demanda Antonio à voix basse. « Dans la venta, il dort, il n'a pas peur des punaises. Pourquoi donc emmenez-vous ce cheval » Je remarquai alors que, pour ne pas faire de bruit en sortant du hangar, Antonio avait soigneusement enveloppé les pieds de l'animal avec les débris d'une vieille couverture. « Parlez plus bas, me dit Antonio, au nom de Dieu. Vous ne savez pas qui est cet homme-là. C'est José Navarro, le plus insigne bandit de l'Andalousie. Toute la journée je vous ai fait des signes que vous n'avez pas voulu comprendre. »« Bandit ou non, que m'importe, répondis-je. Il ne nous a pas volés, et je parierais qu'il n'en a pas envie. »« À la bonne heure, mais il y a 200 ducats pour qui le livrera. Je sais un poste de lancier à 1 lieue et demie d'ici, et avant qu'il soit jour, j'amènerai quelques gaillards solides. J'aurais pris son cheval, mais il est si méchant. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.